Chapitre 1. Les fondations se fissurent. Anthony Huffman se tenait dans son bureau lambrissé d'acajou, contemplant la silhouette de Seattle à travers les fenêtres du plafond de Floride. À 42 ans, il inspirait le respect dans les cercles les plus prestigieux de la ville. Un millionnaire autodidacte qui avait bâti son cabinet de conseil en sécurité à partir de rien. Sa réputation reposait sur un principe simple, la loyauté était primordiale, et la trahison impardonnable. L'ironie ne lui échappait pas, la femme qui partageait son lit depuis 15 ans était sur le point de briser ses fondations. Margaret Huffman était assise en face de Phyllis Elise, avocate spécialisée en divorce, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur la table de conférence. À 38 ans, Margaret était passée de l'étudiante en art en difficulté qu'Anthony avait épousée à une épouse de la haute société polonaise. Mais sous cette façade se cachaient des ambitions devenues trop grandes pour leur mariage. Madame Huffman, dit Phyllis en faisant glisser des documents sur la table. Le portefeuille financier de votre mari est conséquent. On parle d'un empire de 50 millions de dollars. Les yeux verts de Margaret brillèrent. Suis-je une enfant? La garde exclusive est un défi, mais pas impossible. Votre mari n'a pas de casier judiciaire, ni d'antécédents de violence. Et si sa stabilité mentale était inquiétante? Margaret l'interrompit. Phyllis haussa un sourcil. Cela nécessiterait une évaluation et des documents professionnels. Margaret sourit en pensant à son petit ami, Carlos Water. Un sergent de police décoré avec 15 ans de service. Carlos avait des relations qui pourraient s'avérer précieuses. Plus important encore, il ferait n'importe quoi pour elle, une faiblesse qu'elle comptait bien exploiter pleinement. Ce soir-là, Anthony retourna à leur manoir de Bellevue et trouva Margaret en train de composer des fleurs dans le hall. Leurs enfants, Jérémy, 16 ans, et Laura, 14 ans, étaient à l'étage en train de faire leurs devoirs. L'image même de la tranquillité familiale, une façade qui s'effondrait depuis des mois. « Comment s'est passée votre journée » demanda Margaret sans lever les yeux. « Rentable » répondit Anthony en étudiant le profil de sa femme. Il avait bâti sa fortune en lisant les gens, en identifiant les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Son instinct lui criait que Margaret préparait quelque chose, mais il avait sous-estimé son avancée. « Anthony, il faut qu'on parle de nous » dit Margaret en croisant enfin son regard. « Je t'écoute. Je veux divorcer. » Les mots flottèrent dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. L'expression d'Anthony resta inchangée, mais Margaret remarqua le léger changement de posture, la façon dont ses épaules se redressèrent, ses mains figées. Elle venait de déclarer la guerre à un homme qui n'avait jamais perdu une bataille. « Je vois » dit Anthony doucement. « Et les enfants, ils seront mieux avec moi. Tu voyages toujours, tu travailles toujours. Ils ont besoin de stabilité. » Anthony hocha lentement la tête, son esprit évaluant déjà les possibilités. « Je suppose que tu as beaucoup réfléchi à tout ça. Plus que tu ne le penses. » Alors que Margaret s'éloignait, Anthony sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. « Franklin, c'est Anthony Huffman. J'ai besoin d'un appel pour ce service. » Franklin Gilmore, ancien partenaire de renseignement militaire d'Anthony en Afghanistan, dirigeait désormais un cabinet d'enquête privée. Si Margaret pensait pouvoir déjouer un traqueur de terroristes à Kandahar, elle allait bientôt apprendre le contraire. Chapitre 2. L'ennemi intérieur. 2 semaines plus tard, Anthony, assis dans le bureau de Franklin en centre-ville, visionnait des images de surveillance sur plusieurs écrans. Ce qu'il vit le glaça. Elle rencontre Carlos Water depuis 3 mois, rapporta Franklin, le visage buriné et sombre. Sergent de la police de Seattle, divorcé l'année dernière, connu pour contourner les règles quand cela l'arrange. Les images montraient Margaret et Carlos enlacés dans divers hôtels de la ville. Mais c'est le dernier extrait qui révéla véritablement l'ampleur de leur trahison. Ceci a été enregistré hier à l'appartement de Water, poursuivit Franklin en augmentant le volume sonore. La voix de Margaret grésillait dans les haut-parleurs. L'évaluation psychologique aura lieu la semaine prochaine. Le docteur Nina Slaughter doit une faveur à Carlos. Quelque chose à propos de preuves disparues dans une affaire de violence conjugale. Elle écrira tout ce dont nous aurons besoin. La voix de Carlos suivit. Que documentons-nous exactement? Trouble de la personnalité paranoïaque. Potentiel de violence. Antécédent de comportement contrôlant. Assez pour convaincre la juge Allais que les enfants ne sont pas en sécurité. Anthony serra les poings.
Le docteur Nina Slaughter était une psychologue pour enfants respectée qui avait bâti sa carrière sur la protection des enfants vulnérables. L'idée qu'elle puisse fabriquer des preuves pour détruire une famille était écœurante, mais pas surprenante. Tout le monde avait des secrets et Carlos avait visiblement découvert les siens. Il y a plus, dit Franklin en changeant de moniteur. Le juge Glenn allait à jouer beaucoup au Tulip Casino. Il est criblé de dettes auprès de personnes très désagréables. Water a offert sa protection en échange de décisions favorables. Le tableau devenait clair. Margaret ne s'était pas seulement trouvé un amant. Elle avait trouvé un complot criminel. Il projetait de lui voler ses enfants en utilisant de faux documents et un système judiciaire corrompu. Anthony se leva et se dirigea vers la fenêtre, son reflet fantomatique dans la vitre. En Afghanistan, il apprit que parfois les hommes bons devaient commettre des actes terribles pour protéger l'essentiel. Margaret avait choisi son champ de bataille. Elle découvrait maintenant ce qui se passait quand on déclarait la guerre à quelqu'un qui avait perfectionné l'art de la destruction. Franklin, j'ai besoin que tu creuses plus profondément. Trouve tout. Le dossier de service de Water. Les dossiers des patients de Slaughter. Les décès de Halley liés au jeu d'argent. Je veux connaître chaque secret, chaque faiblesse, chaque point sensible. Puis Anthony se tourna vers son vieil ami, le regard rivé sur la fureur froide qui avait autrefois terrifié les insurgés en zone de guerre. Alors, on leur apprend à quoi ressemble la vraie paranoïa. Ce soir-là, Anthony rentra chez lui et trouva Jérémy en train de tirer au panier dans l'allée. Son fils avait hérité des traits artistiques de sa mère, mais de l'intelligence vive d'Anony. À 16 ans, Jérémy montrait déjà les signes d'une réflexion stratégique qui avait fait le succès d'Anony. « Papa, on peut parler ?» demanda Jérémy en tenant le ballon de basket. Ils s'assirent sur les marches du porche. « Mais vous comprenez les coups, l'isolement, la vigilance constante, l'incapacité de faire confiance facilement. Nous vivons déjà avec ces coups, a souligné Jérémy. Au moins de cette façon, nous les utilisons de manière productive et nous protégeons les autres enfants contre ce que nous avons vécu, a ajouté Laura. Anthony a ressenti un mélange complexe de fierté et de chagrin. Ses enfants avaient survécu à la trahison de leur mère, et ont émergé plus forts, mais ils avaient payé un prix qui ne pouvait pas être calculé. Ils ne seraient jamais des adolescents normaux, ils n'ont jamais connu les relations sans soin qui ne sont jamais conçues pour les concitations. La trahison, ne soyez jamais sans défense contre les prédateurs, ne soyez jamais détruit par la cupide ou la vindicte de quelqu'un. Pour devenir le genre de personne qui a éliminé les menaces que les systèmes juridiques ne pouvaient pas aborder. Des regards échangés qui ont transmis des volumes de communication silencieuses. Ils avaient atteint une compréhension qui transcendait la dynamique familiale normale. Ils devenaient une unité militaire dédiée à la protection des innocents du type de prédateurs qu'ils avaient survécu. Et la mémoire de maman ? Demanda Laura doucement. Anthony a considéré comment honorer la femme que Margaret avait été une fois tout en reconnaissant le monstre qu'elle était devenue. Ses enfants méritent la vérité, mais ils méritent aussi la paix. Nous nous souvenons des bonnes parties et apprenons des mauvaises parties, a-t-il déclaré enfin. Votre mère vous aimait à sa manière, mais elle a fait des choix qui ont mis ses désirs personnels au-dessus de ses enfants. La haine. Il créerait une entreprise légitime qui offrait des services de protection tout en servant de couverture pour des interventions plus agressives lorsque des recours légaux se sont révélés inadéquats. Jérémy gérerait la technologie et la collecte de renseignements, en utilisant des compétences qui s'étaient déjà révélées d'une efficacité dévastatrice contre les complots criminels. Laura gérerait l'intelligence humaine et l'évaluation psychologique. Sa sensibilité artistique fournissant un aperçu des motivations humaines que la formation formelle ne pouvait pas enseigner. Anthony coordonnerait les opérations et gérait les interventions les plus dangereuses en utilisant des compétences militaires qu'il espérait laisser derrière lui, mais quelles circonstances l'avaient forcé à ressusciter. Comment nous appelons-nous ? Demanda Laura en finalisant leur plan. Anthony a regardé ses enfants. Plus d'enfants, mais les jeunes adultes ont forgé par un traumatisme en quelque chose de plus difficile et plus concentré que leur père ne deviendrait jamais. Nous nous appelons la famille, dit-il simplement. Tout le reste n'est que des affaires. Cette nuit-là, alors qu'Anthony a examiné les protocoles de sécurité et les plans opérationnels, il a réfléchi à la façon dont la trahison de Margaret a transformé leur vie. Elle avait voulu le détruire et voler ses enfants. Mais au lieu de cela, elle a créé quelque chose de bien plus dangereux. Une famille liée ensemble par un traumatisme partagé et unie par une loyauté absolue à la protection des innocents. Jérémy et Laura n'auraient jamais de vie normale, mais ils auraient des sens significatifs.
Ils utiliseraient leurs compétences durement gagnées pour protéger les autres familles du type de prédateurs qui avaient presque détruit le leur. Margaret avait obtenu son divorce et sa liberté, mais elle avait également créé son propre remplaçant. Les enfants qui passeraient leur vie à annuler les dommages causés par des gens comme elle. La famille Huffman avait été brisée et reconstruite en quelque chose de plus fort. Ils ne pardonneraient jamais, n'oublieraient jamais et ne permettraient plus jamais de trahison de menacer des enfants innocents. L'héritage de Margaret serait la chose même qu'elle a essayé de détruire. Une famille qui comprenait le véritable coût de la loyauté et la nécessité absolue de protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger. La guerre était terminée. La dynastie avait commencé. Épilogue. 5 ans plus tard, la sécurité de la famille Huffman était devenue le service de protection le plus respecté et le plus redouté de la côte ouest. Leur taux de réussite était parfait car ils ne protégeaient pas seulement les clients. Ils ont éliminé les menaces avec une précision méthodique qui n'a laissé aucune extrémité lâche. Jérémy était diplômé du MIT avec des diplômes en informatique et en relations internationales. Sa thèse senior sur la cyberguerre gère la classification par les autorités fédérales. Laura avait obtenu une admission précoce au programme artistique de Stanford tout en conservant sa couverture en tant qu'artiste sensible plutôt qu'en tant qu'opération de renseignement mortel. Anthony a regardé ses enfants travailler ensemble sur leur dernier cas. Une bataille de garde où un juge était soudoyé pour attribuer la garde à un père violent. Le responsable corrompu découvrira bientôt que certaines familles ont riposté avec des ressources et des compétences que les systèmes juridiques ne pouvaient pas comprendre. La trahison de Margaret leur avait coûté leur innocence, mais leur a donné un but. Ils passeraient leur vie en veillant à ce que d'autres familles n'aient jamais subi le traumatisme qui les avait forgés dans des armes. En fin de compte, Margaret avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, un divorce qui la libérait des contraintes de fidélité à la famille. Mais elle avait également obtenu quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. Des enfants qui consacreraient leur vie à détruire des gens comme elle. Certaines leçons ne pouvaient être apprises que par trahison. Certaines forces ne pouvaient être forgées que par traumatisme. Certaines familles ne pouvaient être créées que par des tentatives survivantes pour les détruire. La famille Huffman a compris toutes ces vérités avec une clarté parfaite, et ils n'oublieraient jamais. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. L'air frais du soir de Seattle, l'automne approchant. Anthony étudia le visage de son fils, notant la tension dans ses yeux. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» « C'est maman, » dit Jérémy prudemment. « Elle est différente ces derniers temps. Clandestine. Et il y a ce flic qui n'arrête pas d'appeler. » Anthony ressentit une vague de rage protectrice. La trahison de Margaret était déjà assez dévastatrice, mais impliquer leurs enfants dans sa tromperie était une limite infranchissable. Quel genre de différence ? Elle pose des questions étranges sur toi, sur ton caractère, sur le fait de savoir si tu nous as déjà fait peur. Et hier, je l'ai entendu au téléphone parler d'un rendez-vous chez le médecin auquel nous sommes tous censés nous rendre. L'évaluation psychologique. Margaret empoisonnait déjà l'esprit de leurs enfants, les préparant à témoigner contre leur propre père. Jérémy, je veux que tu m'écoutes attentivement, dit Anthony d'une voix ferme malgré la fureur qui le rongeait. Ta mère et moi avons des problèmes, mais quoi qu'il arrive, souviens-toi que je t'aime, toi et Laura, plus que ma propre vie. Rien ne changera jamais ça. Jérémy hocha la tête. Mais Anthony pouvait lire la confusion et la peur dans les yeux de son fils. Margaret ne détruisait pas seulement leur mariage, elle traumatisait leurs enfants. Plus tard dans la soirée, alors qu'Anthony bordait Laura, elle lui demanda, « Papa, est-ce que maman et toi divorcés ?» Cette question innocente le frappa comme un coup de poing. Laura avait toujours été la personne sensible. La pacificatrice qui essayait de tout arranger avec des câlins et des dessins. « On traverse des difficultés, ma chérie, » dit Anthony en lui lissant les cheveux. « Mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma petite fille. » Laura le serra fort dans ses bras. « Je ne veux pas que tu partes. »« Je ne vais nulle part, » promit Anthony, tout en sachant que Margaret avait l'intention de s'en assurer. Une fois les enfants endormis, Anthony trouva Margaret dans son bureau, en train de taper sur son ordinateur portable. Elle le referma rapidement lorsqu'il entra. « Tu préparais quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte. « Juste de la correspondance » répondit-elle. Mais sa voix était sur la défensive. Anthony hocha la tête et se tourna pour partir, puis marqua une pause. « Margaret, tu devrais savoir que je n'ai jamais proféré de menace en l'air de ma vie. Mais si tu essaies de me prendre mes enfants,
tu découvriras à quel point un père désespéré peut être dangereux. La menace planait entre eux, et l'espace d'un instant, la façade confiante de Margaret vacilla. Elle avait épousé Anthony alors qu'il bâtissait son empire, mais elle n'avait jamais vu les talents les plus obscurs qui avaient rendu son succès possible. Est-ce une menace, Anthony? C'est une promesse, dit-il doucement avant de s'éloigner. Cette nuit-là, alors que Margaret était allongée à côté de lui, faisant semblant de dormir, Anthony fixait le plafond et commençait à planifier sa guerre. Margaret pensait jouer aux échecs, mais elle était sur le point de découvrir qu'elle avait apporté des dames pour une partie contre le grand maître. Chapitre 3. L'orage qui se prépare. La réunion de famille avec le docteur Nina Slaughter eut lieu dans son bureau stérile du centre-ville. Les murs blancs et les œuvres d'art abstraits sont conçus pour paraître non menaçants. Margaret était assise à côté de Carlos, présenté comme un ami de la famille, tandis qu'Anthony observait de l'autre côté de la pièce, entouré de Jérémy et Laura. Le docteur Slaughter était une femme mince d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard calculateur. Anthony l'observait attentivement, remarquant qu'elle évitait tout contact visuel avec lui tout en accordant une attention particulière à Margaret et aux enfants. Ce n'est qu'une évaluation informelle, expliqua le docteur Slaughter. Bien qu'Anthony ait remarqué le matériel d'enregistrement sur son bureau, je souhaite comprendre la dynamique familiale et assurer le bien-être émotionnel de chacun pendant cette transition difficile. Durant l'heure qui suivit, elle posa des questions apparemment anodines qu'Anthony reconnut comme des pièges soigneusement tendus. Chaque question sur ses horaires de travail, son caractère, sa relation avec les enfants visait à construire le récit d'un père absent et potentiellement dangereux. Margaret joua parfaitement son rôle, mentionnant les humeurs imprévisibles d'Anthony et son obsession du contrôle. Carlos acquiesça avec sympathie, ajoutant parfois des observations sur la façon dont les forces de l'ordre reconnaissaient les signes avant-coureurs d'instabilité familiale. Mais Anthony avait passé 15 ans à décrypter les interrogateurs hostiles, et la technique du docteur Slaughter était amateur en comparaison. Plus important encore, il remarqua quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, un petit appareil d'enregistrement crypté scotché sous son bureau, visiblement placé là par Carlos pour enregistrer les conversations en vue de manipulations ultérieures. À la fin d'une séance, le docteur Slaughter promit que son rapport serait prêt pour l'audience de garde la semaine prochaine. En quittant le bâtiment, Anthony vit Carlos murmurer quelque chose à l'oreille de Margaret qui la fit sourire. Ce soir-là, Anthony reçut un message crypté de Franklin. Colis livré. Consultez votre messagerie sécurisée. Le dossier de renseignement que Franklin avait compilé était dévastateur. Dr Slaughter il acceptait des pots de vin pour des évaluations favorables depuis 3 ans, financés par divers agents des forces de l'ordre qui avaient besoin de faire disparaître des affaires problématiques. Carlos n'était pas seulement un flic véreux. Il dirigeait un système de corruption systématique qui s'étendait à l'ensemble du système judiciaire des affaires familiales du comté de King. Le juge Glenn Alley devait plus de $200,000 à des usuriers de casino, argent qu'il avait emprunté pour financer une addiction au jeu qui avait détruit son précédent mariage. Carlos effectuait ses paiements en échange de décisions prédéterminées dans des affaires de garde d'enfants. Mais la révélation la plus choquante était personnelle. Carlos Water était le père biologique de Laura. Anthony fixait l'analyse ADN que Franklin avait obtenue à partir d'échantillons de cheveux. La liaison durait depuis plus de 14 ans, ce qui signifiait que Margaret mentait sur la filiation de Laura depuis sa naissance. La trahison était plus profonde qu'Anthony ne l'aurait cru possible. Un coup frappé à la porte de son bureau interrompit ses pensées. Jérémy entra, l'air inhabituellement sérieux pour un adolescent de 16 ans. « Papa, il faut que je te raconte quelque chose à propos d'aujourd'hui. » Anthony ferma l'ordinateur portable et accorda toute son attention à son fils. « Qu'est-ce que c'est ? » Ce médecin, elle posait des questions. Étrange. Et quand tu es parti aux toilettes, elle nous a dit, à Laura et moi, que parfois les pères peuvent devenir dangereux lorsque les familles se désagrègent. Elle voulait savoir si tu nous avais déjà fait du mal ou mis en danger. La manipulation était encore plus insidieuse qu'Anthony ne l'avait imaginé. Le docteur Slaughter ne cherchait pas seulement à fabriquer des preuves. Elle préparait ses enfants à les lui fournir. Que lui as-tu dit ? La vérité. Que tu ne nous as jamais entendus. Que tu n'as même pas élevé la voix. Mais papa. Jérémy hésita. Je ne pense pas qu'elle ait envie d'entendre ça. Anthony ressentit une vague de fierté mêlée de fureur protectrice. Son fils faisait preuve de la même intelligence analytique qui avait si bien servi Anthony en affaires et à la guerre. Jérémy, il faut que tu comprennes quelque chose.
Certains veulent séparer notre famille, et ils sont prêts à mentir pour y parvenir. Ta mère croit agir au mieux de ses intérêts, mais elle est manipulée par quelqu'un de très dangereux. Le policier? Oui. Carlos Water n'est pas l'homme qu'il prétend être. Jérémy assimila cette information avec une réflexion mûrement réfléchie. Que pouvons-nous faire? La question un lien les unissait, tel un pont entre les générations. Anthony avait juré de protéger ses enfants des aspects les plus sombres de sa nature, mais les circonstances les forçaient à choisir entre leur innocence et leur sécurité. J'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu fasses exactement ce que je dis quand je le dis. En es-tu capable? Jérémy hocha la tête solennellement. Et Laura? Anthony regarda vers la chambre de sa fille, où elle était probablement en train de dessiner ou de lire un roman fantastique, inconsciente que son monde était sur le point de s'effondrer. Laura n'a pas besoin de tout savoir pour l'instant, mais Jérémy, tu es assez grand pour comprendre que parfois, les bonnes personnes doivent faire des choix difficiles pour protéger ceux qu'elles aiment. Comme en Afghanistan, Anthony n'avait jamais parlé en détail de son service militaire. Mais Jérémy était assez perspicace pour comprendre que les compétences de son père allaient au-delà du conseil aux entreprises, exactement comme en Afghanistan. Ce soir-là, après que Margaret fut couchée, Anthony s'assit dans son bureau et passa une série d'appels téléphoniques cryptés. Au matin, il avait réuni une équipe de spécialistes de l'époque militaire. Des hommes qui comprenaient que parfois, la justice exigeait de travailler en dehors du système. Spencer Stewart, son ancien expert en démolition, il dirigeait désormais une société de sécurité privée à Tacoma. Doug Bowers, son ancien analyste du renseignement, travaillait comme expert comptable spécialisé dans les délits financiers. Maurice Carpenter, leur ancien médecin, était devenu un enquêteur hautement qualifié, doué pour extraire des informations de sources réticentes. Chacun d'eux devait la vie à Anthony, après diverses missions en Afghanistan. Plus important encore, chacun comprenait que certaines trahisons exigeaient des conséquences bien au-delà des recours légaux. L'audience pour la garde des enfants était prévue pour vendredi matin. Margaret, Carlos et le docteur Slaughter pensaient avoir toutes les cartes en main, un juge corrompu, des preuves fabriquées de toutes pièces et un système conçu pour favoriser les mères dans les litiges de garde. Ils étaient sur le point de découvrir qu'Anthony Huffman jouait selon des règles totalement différentes. Alors qu'il finalisait ses plans, Anthony repensait à l'homme qu'il avait été, quelqu'un qui croyait en la justice, l'honneur et la bonté fondamentale des êtres humains. La trahison de Margaret avait tué cet homme, laissant à sa place quelque chose de bien plus dangereux. Elle avait voulu divorcer, et elle l'obtiendrait, mais elle avait aussi appris que voler les enfants de cet homme avait un prix qui la hanterait jusqu'à la fin de ses jours. La guerre allait commencer. Chapitre 4, l'art de la guerre. Le vendredi matin arriva sous la bruine typique d'octobre de Seattle. La salle d'audience du tribunal supérieur du comté de King se remplissait du cortège habituel de familles brisées en quête d'une solution judiciaire. Anthony entra, vêtu de son plus beau costume anthracite, projetant la confiance sereine d'un homme ayant passé des années dans des environnements hostiles. Margaret était assise avec son avocate, Phyllis Solly, à la table des plaignants. Carlos Water, visiblement absent, observait sans aucun doute les débats de l'extérieur. Le docteur Slaughter occupait un siège dans la galerie. Son évaluation psychologique fabriquée était soigneusement rangée dans sa serviette. Le juge Glenn allait pris place à 9 heures précises, ses yeux injectés de sang et son attitude nerveuse trahissant la pression qu'il subissait. Anthony remarqua le léger tremblement dans les mains du juge. Un homme écrasé par des dettes qu'il ne pouvait payer et des choix qu'il ne pouvait défaire. Votre honneur, commença Phyllis Solly, nous sommes ici à cause de sérieuses inquiétudes concernant l'aptitude de Monsieur Dr Huffman à être parent. L'évaluation psychologique du docteur Slaughter a identifié plusieurs tendances troublantes. Appelé à témoigner, le docteur Slaughter, dont l'attitude professionnelle masquait la corruption sous-jacente, a parlé avec éloquence du comportement autoritaire d'Anthony, de son potentiel violent et de son incapacité à assurer la stabilité émotionnelle des enfants. Le rapport falsifié présentait Anthony comme un père dangereux dont la réussite professionnelle masquait de profonds problèmes psychologiques. Chaque phrase, soigneusement choisie, visait à justifier l'octroi à Margaret de la garde exclusive et d'une pension alimentaire importante prélevée sur la fortune d'Anthony. Lorsque l'avocat d'Anthony, Bradley Ward, a contre-interrogé le docteur Slaughter, elle est restée calme et confiante. Ses réponses étaient répétées, ses qualifications professionnelles impeccables. Pour un observateur extérieur, elle apparaissait comme une psychologue pour enfants dévouée, protégeant des enfants vulnérables d'un père instable.
Mais Anthony a remarqué ce que les autres n'ont pas remarqué, le léger tic facial lorsqu'elle mentait, la façon dont son regard se tournait vers la juge allait lorsqu'elle demandait confirmation, le geste inconscient de toucher sa boucle d'oreille gauche chaque fois qu'elle inventait des détails. Après 2 heures après la déposition, la juge allait a suspendu l'audience. Anthony est sorti de la salle d'audience et a trouvé Jérémy qui attendait dans le couloir, l'air inhabituellement nerveux pour un adolescent. « Papa, je dois te donner quelque chose », a dit Jérémy en jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas entendu. Il a tendu à Anthony une petite enveloppe. Le papier était légèrement froissé parce qu'il était caché. « Ne t'inquiète pas, j'ai tout géré. » Anthony a ouvert l'enveloppe et a trouvé une carte micro SD et une note manuscrite sous le bureau du docteur Slaughter. Maman et Carlos planifiaient tout. Également, des relevés téléphoniques et des photos. La révélation a frappé Anthony comme un éclair. Jérémy avait mené sa propre enquête en utilisant des compétences que son père ne lui avait jamais enseignées, mais cela semblait être génétique. Lors de leur séance avec le docteur Slaughter, Jérémy avait découvert et accédé à l'appareil d'enregistrement caché de Carlos. Comment se fait-il que le club informatique de l'école enseigne plus que la programmation ? A demandé Jérémy avec un léger sourire. J'observe maman et Carlos depuis des semaines. Ils ne sont pas aussi prudents qu'ils le pensent. Anthony a étudié son fils avec un respect nouveau et une inquiétude croissante. Jérémy avait hérité non seulement son esprit d'analyse, mais aussi sa volonté d'agir avec détermination face aux menaces. La question était de savoir si Anthony avait créé une personne protégée ou corrompu un innocent. « Jérémy, ce que vous avez fait est incroyablement dangereux. Si Carlos découvre, il ne le découvrira pas. J'ai été prudent et j'ai fait des copies de tout avant de lui rendre son matériel. » Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et Margaret est apparue, son expression confiante suggérant qu'elle croyait la victoire assurée. Elle a aperçu Anthony et Jérémy en train de discuter et a froncé les sourcils, sentant peut-être que quelque chose avait changé. « Tom, retourne », a dit Bradley Ward, apparaissant aux côtés d'Anthony. Le juge allait est prêt à rendre sa décision. Anthony a empoché l'enveloppe et a suivi son avocat dans la salle d'audience, pleinement conscient qu'il s'apprêtait à utiliser des armes nucléaires dans ce qui aurait dû être une procédure de garde. Le juge allait a repris le siège, les mains visiblement tremblantes, s'apprêtant à lire la décision prédéterminée que Carlos avait achetée avec des services de protection et le remboursement de ses dettes. Après avoir examiné attentivement tous les témoignages et preuves, le juge allait a commencé, ce tribunal estime que l'intérêt supérieur des enfants l'exige. Mon honneur, interrompit Anthony, se levant avec une précision militaire. Je demande respectueusement la permission de présenter de nouvelles preuves qui contredisent directement le témoignage du docteur Slaughter. Le silence se fit dans la salle d'audience. Margaret jeta un regard paniqué vers la galerie où siégeait le docteur Slaughter, le visage pâle d'inquiétude. Monsieur Huffman, dit nerveusement la juge allait. Toutes les preuves devaient être présentées avant que celles-ci ne soient disponibles seulement pendant l'audience d'aujourd'hui. Votre honneur, je crois que le tribunal a l'obligation d'examiner les informations qui concernent directement le bien-être de mes enfants. Le ton d'Anthony exprimait l'autorité tranquille d'un homme qui avait imposé le respect en zone de guerre. La juge allait, déjà noyée dans la corruption et les dettes, semblait se recroqueviller derrière le banc. Quel genre de preuves ? Anthony fit un signe de tête à Bradley Ward, qui sortit un ordinateur portable et s'approcha du banc. Des enregistrements audio démontraient que l'évaluation du docteur Slaughter était non seulement fabriquée, mais qu'elle faisait partie d'une conspiration criminelle visant à suborner un parjure et à entraver la justice. Ces mots firent l'effet d'une bombe dans la salle d'audience. Margaret serra le bras de son avocat tandis que le docteur Slaughter elle commença à se lever de son siège comme pour fuir. Votre honneur, objecta Phyllis Soli avec désespoir. C'est tout à fait irrégulier. L'irrégularité, dit froidement Anthony, consiste à autoriser des preuves fabriquées pour déterminer la garde des enfants. Je suggère que le tribunal entende ce que le docteur Slaughter a réellement dit alors qu'elle pensait que personne ne l'écoutait. Le visage de la juge allait était blême. Il comprenait que sa propre corruption était sur le point d'être révélée, que le complot soigneusement élaboré se dévoilait en temps réel. Écoutez l'enregistrement, murmura-t-il. La voix du docteur Slaughter emplit la salle d'audience par les haut-parleurs de l'ordinateur portable. L'évaluation psychologique a lieu la semaine prochaine. Carlos me doit une faveur. Quelque chose à propos de preuves disparaissant dans une affaire de violence conjugale. Elle écrira ce dont nous aurons besoin. On entendit des exclamations de surprise dans la salle.
Le visage de Margaret se vida de ses couleurs tandis que sa voix suivait. Trouble de la personnalité paranoïaque, potentiel de violence, antécédent de comportement contrôlant, de quoi convaincre la juge Allais que les enfants ne sont pas en sécurité. L'enregistrement continuait, documentant toute la conspiration avec des détails accablants. La voix de Carlos décrivant son arrangement avec la juge Allais. Le docteur Slaughter expliquant comment elle manipulerait le témoignage des enfants. Margaret calculant la part de la fortune d'Anony qu'elle pourrait réclamer lors du divorce. À la fin de l'enregistrement, le silence régnait dans la salle d'audience, à l'exception des sanglots discrets du docteur Slaughter. Margaret fixait Anthony avec un mélange de peur et de rage, comprenant enfin qu'elle avait sous-estimé non seulement son mari, mais aussi son fils. La juge Allais était figée derrière son banc, consciente que sa carrière et sa liberté s'étaient évaporées. La conspiration censée détruire Anthony avait au contraire documenté leur propre comportement criminel avec des détails atroces. « Votre honneur, dit Anthony d'une voix douce. Je demande la levée de toutes les restrictions de garde et demande que l'affaire soit transmise au procureur pour enquête criminelle. » La voix du juge était à peine audible. Requête accordée. L'audience est levée. Alors que le chaos régnait dans la salle d'audience, Anthony sentit Jérémy glisser à côté de lui. « Papa, il y a plus, chuchota son fils. Carlos attend dehors. Il a des renforts. » Par les fenêtres du tribunal, Anthony pouvait voir Carlos Water et 3 autres policiers postés autour des sorties du bâtiment. Ils étaient venus préparer pour la victoire, prêts à arrêter Anthony sur la base d'accusations fabriquées si l'audience pour la garde des enfants ne se déroulait pas comme prévu. Margaret et ses alliés avaient sous-estimé plus que les compétences d'Anony. Ils avaient sous-estimé sa volonté de déclarer une guerre totale à quiconque menaçait ses enfants. La vraie bataille ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le chasseur devient la proie. Anthony sortit du tribunal par une entrée latérale que Jérémy avait repérée plus tôt, évitant le filet de surveillance de Carlos avec l'aisance experte de quelqu'un qui avait autrefois échappé aux combattants talibans dans des grottes de montagne. Le sergent corrompu avait posté ses hommes aux sorties principales, s'attendant à ce qu'Anthony sorte confus et vaincu de ce qui aurait dû être sa destruction légale. Au lieu de cela, Anthony disparut dans la circulation du centre-ville de Seattle tandis que Carlos attendait toujours une victoire qui n'arriverait jamais. 20 minutes plus tard, Anthony était assis dans le bureau de Franklin Gilmore, observant les multiples écrans de sécurité qui surveillaient les déplacements de plus en plus frénétiques de Carlos dans le palais de justice. Le sergent avait enfin compris que sa proie s'était échappée, et son désespoir grandissant transparaissait dans chacun de ses gestes. Il panique, observa Franklin en indiquant la position de Carlos sur une carte numérique. Il passe des appels, essaie de se coordonner avec les autres flics corrompus de son réseau. Bien, répondit froidement Anthony. Les gens paniqués font des erreurs. Spencer Stewart entra dans le bureau avec un sac tactique qu'Anthony avait reconnu de leur séjour en Afghanistan. Doug Bowers et Maurice Carpenter le suivaient, leur visage affichant la même détermination farouche qui avait autrefois fait d'eux une unité invincible. Demanda Citrapre Spencer avec la sténographie militaire qui lui était naturelle après des années d'opérations de combat. Anthony les informa de la révélation du tribunal et de la position actuelle de Carlos. La menace immédiate pesait sur Jérémy et Laura. Carlos savait que toute sa conspiration était dévoilée, ce qui le rendait extrêmement dangereux. Quel est le plan d'extraction ? Doug demanda, analysant déjà la circulation sur sa tablette. Jérémy et Laura sont au lycée de Bellevue jusqu'à 15h. Margaret essaiera de les récupérer plus tôt, probablement avec Carlos pour assurer le contrôle. Il faut qu'on arrive les premiers. Maurice ouvrit sa trousse médicale pour révéler du matériel qui n'avait rien à voir avec le traitement des patients. Et le juge et le médecin ? Ce sont des cibles secondaires. Pour l'instant, Carlos est la principale menace, car il a un badge et une arme et il sait que sa carrière est terminée. Le téléphone d'Anony vibra, avec un SMS de Jérémy. Maman est arrivée tôt, elle dit urgence familiale. Je ne l'accompagne, pas besoin d'aide. Le piège se refermait plus vite que prévu. Margaret s'était déplacée pour sécuriser les enfants pendant que Carlos gérait les conséquences du tribunal. Mais la résistance de Jérémy leur faisait gagner un temps précieux. On y va maintenant, décida Anthony. Spencer, toi et Maurice, créez une diversion au palais de justice. Faites croire à Carlos que je suis encore dans le coin. Doug, tu es avec moi. Le trajet jusqu'au lycée de Bellevue prit 18 minutes, à travers la circulation de l'après-midi qui semblait déterminée à ralentir leur progression.
L'esprit d'Anony s'agitait en vain pendant que Doug surveillait les communications de la police sur un scanner. Carlos a lancé un avis de recherche de victime pour votre véhicule, rapporta Doug. Il prétend que vous l'avez menacé au tribunal. Prévisible, dit Anthony en entrant sur le parking de l'école. Il essaie de justifier légalement ses projets. Ils trouvèrent Jérémy et Laura qui attendaient dans le bureau du directeur. L'administratrice semblait mal à l'aise face au drame familial qui se déroulait dans son école. Margaret se tenait près du bureau, une fureur à peine contenue, tandis que Carlos attendait dans le couloir, tel un prédateur prêt à frapper. Monsieur Huffman, dit nerveusement le directeur, votre femme dit qu'il y a une urgence familiale et qu'elle doit emmener les enfants immédiatement. Il n'y a pas d'urgence, répondit calmement Anthony en observant Carlos à travers les fenêtres du bureau. Ma femme tente de violer un accord de garde pendant une procédure judiciaire en cours. Margaret finit par perdre son sang-froid. Anthony, vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire. Carlos a des relations, des ressources. Je comprends parfaitement, interrompit Anthony, sa voix portant un calme mortel qui fit même reculer le directeur. Votre petit ami est un policier corrompu qui a fabriqué des preuves pour voler mes enfants. La seule urgence ici est celle qu'il s'est créée. Carlos saisit ce moment pour entrer dans le bureau, la main posée ostensiblement sur son arme de service. Monsieur Huffman, je vous demande de m'accompagner pour un interrogatoire concernant des menaces proférées devant un tribunal fédéral. Le mensonge fut prononcé avec aisance, mais Anthony remarqua la transpiration sur le front de Carlos et le léger tremblement dans sa voix. Le sergent improvisait mal, essayant de sauver une situation qui avait complètement dégénéré. J'aurais besoin d'un mandat, dit Doug en s'avançant avec des papiers l'identifiant comme enquêteur fédéral. Il semble qu'il s'agisse d'une affaire familiale locale, hors de votre juridiction. Les yeux de Carlos se plissèrent en digérant cette complication inattendue. Il s'attendait à intimider un homme d'affaires, pas à affronter quelqu'un qui partageait manifestement le parcours professionnel d'Anony. Des enfants, dit doucement Anthony. Allez attendre avec Monsieur Bowers dans le couloir. Jérémy et Laura obéirent immédiatement, sentant le danger sous-jacent. S'écoulait entre les adultes. En partant, Anthony remarqua Jérémy en train de fouiller quelque chose sur le bureau du directeur, probablement un autre enregistreur, bien qu'Anthony n'en fût pas sûr. Margaret. Anthony continua une fois les enfants partis. Tu as une chance de t'en sortir. Prends-la. Je ne vais nulle part, répondit-elle, d'une voix dénuée de conviction. Carlos, arrête-le. Pour quelles accusations? Intervint Doug. Dévoiler ta conspiration criminelle. La main de Carlos se rapprocha de son arme, et Anthony reconnut le moment où les mots allaient céder la place à la violence. En Afghanistan, il avait appris à lire l'instant précis où la diplomatie échouait et où la survie exigeait des compétences différentes. Sergent Water, dit Anthony doucement. Sachez que tout ce que vous avez dit et fait dans cette pièce a été enregistré et transmis aux autorités fédérales. Votre conspiration avec la juge Allais et le docteur Slaughter fait déjà l'objet d'une enquête. C'était du bluff, mais prononcé avec une telle assurance que Carlos hésita. Dans cet instant d'incertitude, Anthony frappa. Le mouvement était trop rapide pour que des civils puissent le suivre. Un instant, Carlos tendait la main vers son arme. L'instant d'après. Il était au sol, le genou d'Anony sur la poitrine, son arme dans les mains de Doug. Principal Williams, dit calmement Anthony. Comme si maîtriser des policiers armés était une routine, je vous suggère d'appeler le 911 et de signaler une tentative d'enlèvement par un policier suspendu. Suspendu, halta Margaret. Doug confirma cela il y a une heure en consultant son téléphone. Les affaires internes ont évolué plus vite que prévu après avoir écouté les enregistrements. Carlos se débattait sous le poids d'Anony. Son visage exprimait l'effort et l'humiliation. Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez commencé. J'ai des relations avec des amis. Corrigea Anthony. Vos amis sont actuellement arrêtés par la cellule du FBI qui enquête sur la corruption policière dans le comté de King. Vos relations sont rompues une à une. La principale avait déjà appelé le 911, la voix tremblante en rapportant la situation. Margaret resta figée, comprenant enfin que son coup d'état soigneusement planifié s'était transformé en une défaite catastrophique. Anthony, murmura-t-elle. On peut arranger ça. Les enfants ont besoin de leurs deux parents. Les enfants ont besoin d'être protégés de leur mère, répondit Anthony, debout tandis que des policiers légitimes entraient dans le bâtiment.
Tu as préféré Carlos à ta famille, Margaret. Assume les conséquences. Tandis que Carlos était emmené menotté, Margaret tenta une dernière fois désespérément de faire valoir ses droits maternels. Mais les policiers qui arrivaient avaient déjà été informés de la situation par les contacts fédéraux de Doug, et Margaret se retrouva confrontée à des questions sur son rôle dans le complot plutôt que d'être traitée comme une mère inquiète. Jérémy et Laura observèrent la scène avec de grands yeux, comprenant enfin toute l'ampleur de la trahison de leur mère. Anthony s'agenouilla près d'eux, l'air doux malgré la violence dont ils avaient été témoins. « Vous allez bien tous les deux ?» Laura hocha la tête en silence tandis que Jérémy soutenait le regard de son père avec un respect retrouvé. « Que va-t-il se passer maintenant ?»« Maintenant, on rentre à la maison, » dit simplement Anthony. « Et on commence à reconstruire notre famille. » Mais en quittant l'école, Anthony savait que la guerre était loin d'être terminée. Margaret et Carlos avaient été vaincus, mais les réseaux de corruption ne s'effondraient pas du jour au lendemain. Il y aurait d'autres batailles, d'autres ennemis qui devaient apprendre le prix à payer pour menacer les enfants d'Anthony Huffman. Il promit à Jérémy que les bonnes personnes devaient parfois faire des choix difficiles. Le plus dur restait à faire. Chapitre 6. Le réseau se démantèle. La force d'intervention fédérale évoluait avec une précision chirurgicale au sein des forces de l'ordre de Seattle, guidée par les preuves que Jérémy avait fournies à son insu et les renseignements recueillis par l'équipe de Franklin. Dans les 72 heures suivant l'arrestation de Carlos, 12 policiers pour juges et 6 avocats se retrouvèrent accusés de corruption au niveau fédéral. Anthony suivait la couverture médiatique depuis son bureau, constatant la rapidité avec laquelle le réseau de conspiration s'effondrait une fois exposé au grand jour. Le docteur Nina Slaughter avait déjà plaidé coupable de fabrication d'évaluations psychologiques, espérant désespérément éviter la prison en coopérant avec les enquêteurs. Le juge Glenn Alley fut retrouvé mort dans son cabinet, apparemment d'une crise cardiaque provoquée par le stress des poursuites fédérales et des violents agents de recouvrement qui géraient ses dettes de jeu. Anthony n'éprouvait aucune satisfaction à la mort de cet homme, simplement la froide reconnaissance que les hommes faibles risquaient une fin prévisible lorsque leur corruption était révélée. Margaret avait été libérée sous caution, mais faisait face à de graves accusations de complot et de mise en danger d'enfants. L'épouse mondaine qui avait autrefois honoré des galas caritatifs de Seattle était désormais radioactive, rejetée par d'anciens amis qui craignaient d'être associés au scandale. Franklin entra dans le bureau avec un épais dossier. Rapport final sur l'opération de nettoyage. Anthony accepta les documents, soulignant que l'équipe de Franklin avait fait preuve d'une rigueur caractéristique. Chaque participant au complot avait été identifié, ses crimes documentés, ses avoirs gelés en attendant le procès. Et les enfants, demanda Franklin. Jérémy comprend plus que je ne le souhaiterais, admit Anthony. Laura sait que sa mère a fait de mauvais choix, mais elle ne saisit pas encore toute l'ampleur de la trahison. Et Margaret ? Le visage d'Anthony se durcit. Margaret a cessé de me préoccuper dès qu'elle a choisi Carlos plutôt que notre famille. Ses problèmes juridiques sont. Elle avait ses propres limites à résoudre. Ce soir-là, Anthony trouva Jérémy dans sa chambre, apparemment en train de réviser pour un examen de mathématiques, mais en réalité en train de surveiller des communications cryptées sur son ordinateur portable. Le jeune homme de 16 ans avait développé des compétences inquiétantes au cours des dernières semaines, démontrant une aptitude naturelle à la surveillance et à la collecte de renseignements qui rappelaient à Anthony son jeune âge. « Sur quoi travailles-tu » Jérémy ferma l'ordinateur portable avec une indifférence éprouvée. « Juste des devoirs. » Jérémy, il faut qu'on parle de limites. Comme celles que maman et Carlos ont ignorées lorsqu'ils ont tenté de détruire notre famille. L'amertume dans la voix de son fils était troublante. Jérémy avait grandi trop vite, exposé à la trahison et à la corruption des adultes dont aucun adolescent ne devrait être témoin. Ta mère a fait de mauvais choix, mais cela ne signifie pas que tu doives abandonner tes valeurs morales. Je n'ai rien abandonné, répondit Jérémy. J'ai protégé notre famille en utilisant les outils disponibles, comme tu me l'as appris. Je ne t'ai jamais enseigné les techniques de surveillance ou la collecte de renseignements électroniques. Le sourire de Jérémy était froid, contrairement à son âge. Tu n'étais pas obligé. Je t'ai observé toute ma vie, papa. J'ai appris davantage en t'observant. Que la plupart des gens n'apprennent par l'instruction. La révélation était à la fois fière et terrifiante. Anthony avait tenté de protéger ses enfants des aspects les plus sombres de sa nature, mais Jérémy avait quand même assimilé ses leçons, les appliquant avec le manque de retenue morale d'un adolescent. Jérémy, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Plus d'opérations de renseignement,
plus de surveillance, plus de jeux d'espionnage. Tu as 16 ans. Tu devrais te soucier des rendez-vous et des candidatures à l'université, pas des complots fédéraux. J'y réfléchirai, dit Jérémie, ce qui n'était pas synonyme d'accord. Anthony quitta la chambre de son fils avec une inquiétude croissante. En démantelant la conspiration de Margaret et Carlos, il avait par inadvertance créé quelque chose de potentiellement plus dangereux. Un protégé qui partageait ses compétences, mais qui manquait de la sagesse durement acquise que procure la compréhension du véritable coût de la violence. En bas, Laura était recroquevillée sur le canapé du salon, lisant un de ses romans fantastiques tout en essayant de faire comme si tout était normal. À 14 ans, elle avait hérité de la sensibilité artistique de sa mère, mais aussi de celle d'Anony. Une force obstinée. Cette combinaison la rendait résiliente, mais aussi vulnérable au traumatisme émotionnel de voir sa famille se désintégrer. « Comment vas-tu, ma chérie ?»« Elle me manque », admit doucement Laura. « Même si je sais que ce qu'elle a fait était mal, elle reste ma mère. » Cette simple honnêteté était plus profonde que toutes les trahisons de Margaret. Laura pleurait la perte de la mère qu'elle croyait connaître, luttant pour réconcilier la femme qui lui lisait des histoires avant de dormir avec celle qui avait tenté de voler la garde de son père. « Ce n'est pas grave qu'elle nous manque, » dit Anthony, assis à côté de sa fille. L'amour ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un nous déçoit. L'aimes-tu toujours ? La question planait comme une mine. Anthony réfléchit attentivement à sa réponse, sachant que Laura se souviendrait de ces mots toute sa vie. J'aime la femme que je croyais avoir épousée, dit-il finalement. Mais cette personne n'a peut-être jamais existé. La femme que j'ai épousée a choisi de trahir notre famille pour de l'argent et une relation avec un criminel. Ce n'est pas de l'amour, Laura. C'est de l'égoïsme. Laura assimila cela avec la même considération qu'elle portait à tous les sujets importants. Que nous arrive-t-il maintenant ? On reconstruit, dit simplement Anthony. On réapprend à faire confiance lentement et prudemment. On crée de nouvelles traditions et on se crée de nouveaux souvenirs. On prouve que la famille ne se résume pas à des liens de sang. C'est une question de choix, d'engagement et de protection des êtres chers, même si cela implique de faire de mauvaises choses. Cette question révéla à quel point Laura avait compris les événements récents. Malgré les efforts d'Anony pour la protéger, elle comprenait que les méthodes de son père n'avaient pas toujours été légales ou conventionnelles. Parfois, admit Anthony, mais seulement en dernier recours, et uniquement pour protéger des innocents de ceux qui voulaient leur faire du mal, comme maman et Carlos. Oui, acquiesça solennellement Laura, acceptant des vérités qu'aucun adolescent de 14 ans ne devrait avoir à assimiler. M'apprendras-tu à me protéger ? Quand tu seras plus grande, si tu veux encore apprendre, je veux apprendre maintenant, dit Laura avec une détermination tranquille. Je ne veux plus jamais être impuissante. Anthony observa le visage de sa fille, ne voyant pas l'artiste rêveuse qu'elle avait toujours été, mais quelqu'un de plus dur, de plus concentré. La trahison de Margaret les avait tous transformés, forçant l'innocence à céder la place à une compréhension pragmatique de la cruauté du monde. Nous commencerons par des cours d'autodéfense, décida-t-il. Conscience de base, sécurité personnelle, évaluation situationnelle. Les autres compétences dont nous parlerons à 18 ans. Promis ? Promis. Alors qu'Anthony bordait Laura, il songea à la façon dont la trahison de Margaret avait transformé leur famille. Elle avait voulu lui voler ses enfants et sa fortune. Mais au lieu de cela, elle avait créé quelque chose de bien plus dangereux. Une famille soudée par un traumatisme commun et unie par une loyauté absolue. Jérémie avait déjà démontré sa volonté de faire la guerre à quiconque menaçait leur unité. Laura développait les mêmes instincts protecteurs, bien que tempérés par sa nature plus douce. Anthony avait tenté de les protéger de ses capacités les plus obscures, mais les circonstances l'avaient forcé à révéler toute l'étendue de ce qu'il ferait pour les protéger. Margaret avait divorcé, mais elle avait aussi obtenu quelque chose qu'elle jamais anticipé. Des ennemis qui ne pardonneraient ni n'oublieraient jamais. La bataille pour la garde était terminée. Anthony avait gagné haut la main, revendiquant non seulement leur enfance, mais aussi leur dévouement absolu. Jérémie et Laura comprenaient désormais que leur père tuerait littéralement pour les protéger, et que cette connaissance façonnerait chacune de leurs relations pour le restant de leurs jours. Margaret avait créé des monstres dans sa quête d'argent et de liberté. Bientôt, elle découvrirait exactement de quoi ces monstres étaient capables lorsqu'ils étaient réellement menacés. Chapitre 7. Le jour du jugement. 6 mois après les révélations du tribunal, Anthony se tenait dans son bureau surplombant Elliott Bay à Seattle,
lisant les documents juridiques définitifs qui mettraient officiellement fin à son mariage avec Margaret. La procédure de divorce a été remarquablement rapide, les accusations criminelles contre elle ayant éliminé toute possibilité de pension alimentaire ou de garde partagée. Margaret avait été condamnée à 3 ans de prison fédérale pour complot et fraude, bien qu'elle ait été libérée dans l'attente de son appel. Son avocate, Phyllis Solly, avait été radiée du barreau et faisait face à ses propres accusations criminelles pour avoir sciemment présenté des preuves fabriquées. Carlos Water avait été condamné à 8 ans de prison pour corruption, complot et tentative de meurtre. Enlèvement. Sa pension de retraite avait été révoquée, ses biens saisis pour dédommager ses victimes. Il serait d'âge moyen et inapte au travail à sa sortie de prison fédérale. Le docteur Nina Slaughter avait été condamné à 5 ans de prison pour son rôle dans la fabrication d'évaluations psychologiques. Sa licence médicale avait été définitivement révoquée. La psychologue pour enfants, autrefois respectée, n'aurait plus jamais l'occasion de manipuler des familles vulnérables. Justice, songea Anthony, avait été rendue avec une précision mathématique. Franklin Gilmore frappa et entra, portant une enveloppe marquée de codes de cryptage familiers. Rapport final des services de renseignement sur la situation modérée. Anthony accepta les documents, notant qu'ils étaient nettement plus épais que prévu. Des complications? Plutôt des révélations, dit Franklin d'un ton sombre. Nous avons fouillé plus profondément dans ses antécédents, suivant les traces de son argent et ses modes de communication. Anthony, elle prépare cela depuis plus de 2 ans. Le dossier contenait des relevés financiers montrant que Margaret transférait systématiquement de l'argent vers des comptes cachés, préparant le divorce bien avant d'avoir annoncé ses intentions. Plus troublants étaient les journaux de communication montrant qu'elle était en contact avec Carlos Water depuis près de 3 ans. Et ce n'est pas tout, continua Franklin. L'analyse ADN confirme que Laura n'est pas votre fille biologique, mais la chronologie suggère que Margaret le savait depuis le début. Elle ment sur sa paternité depuis 14 ans. Anthony a assimilé cette information avec un calcul froid, développé au fil des années de traitement des renseignements sur le champ de bataille. La trahison de Margaret n'avait pas été impulsive. Elle avait été systématique, méthodique et totalement impitoyable. Jérémy est bien le mien. Oui, mais Anthony, il y a autre chose. Margaret a été en contact avec quelqu'un en attendant sa condamnation. Quelqu'un avec de sérieuses ressources et qui vous en veut. La dernière section du dossier contient des photos de surveillance de Margaret rencontrant un homme qu'Anthony avait reconnu de son temps dans l'armée. Victor Clough, un trafiquant d'armes russe qui avait perdu beaucoup d'argent lorsqu'Anthony avait perturbé ses opérations en Afghanistan. Elle prépare quelque chose, conclut Franklin. La question est de savoir quoi. Anthony étudia les photos, notant le restaurant coûteux, le positionnement prudent pour éviter les caméras de sécurité, la façon dont les gardes du corps de Kozlov maintenaient la sécurité du périmètre. Ce n'était pas une simple rencontre entre de vieilles connaissances. Mettez les enfants sous surveillance. Surveillance. Anthony a décidé d'une surveillance totale 24 heures sur 24. Si Margaret veut aller plus loin que le divorce, elle découvrira que je peux aller plus loin qu'elle ne l'imagine. Ce soir-là, Anthony réunit Jérémy et Laura dans un bureau pour une conversation qu'il espérait éviter. Les 2 enfants avaient beaucoup mûri ces derniers mois, développant la conscience prudente qui découlait de la compréhension que leur famille était constamment menacée. Nous devons discuter des activités récentes de votre mère, commença Anthony, remarquant la tension immédiate de Jérémy tandis que l'expression de Laura devenait prudente. Elle a contacté des personnes dangereuses, cherchant des moyens de nuire à notre famille. Je veux que vous compreniez tous les deux que la situation pourrait devenir plus grave que tout ce que nous avons affronté jusqu'à présent. À quel point, demanda Jérémy, sa voix imprégnée du détachement clinique qu'il développait en évoquant les menaces. Potentiellement mortelles, Laura serra la main de son père. Que faisons-nous? Nous suivons les protocoles, répondit Anthony, utilisant la terminologie militaire devenue naturelle dans leur foyer. Sécurité renforcée, routines adaptées, communication constante, et si quelque chose m'arrive, tu dois suivre les procédures d'urgence que nous avons apprises. Jérémy hocha la tête, compréhensif, mais Laura parut effondrée. Papa, tu me fais peur. Bien, dit Anthony doucement. La peur te maintient en vie quand on essaie de te faire du mal. Ta mère a fait des choix qui nous mettent tous en danger, et nous devons nous préparer aux conséquences. Quelles conséquences? Insista Jérémy. Anthony réfléchit à la part de vérité que ses enfants pourraient supporter.
Jérémy démontrait déjà des capacités qui l'inquiétaient, tandis que Laura développait un instinct de survie qui lui serait utile, mais au prix de son innocence. Ta mère travaille avec quelqu'un qui m'accuse d'avoir détruit son organisation criminelle. C'est le genre d'homme qui croit aux punitions collectives, qui blesse les familles pour faire valoir ses arguments politiques. Alors, on l'a entendu en premier, dit Jérémy avec une brutalité désinvolte qui glaça Anthony. Non, répondit Anthony fermement. On se protège et on laisse les forces de l'ordre gérer les menaces criminelles. L'expression de Jérémy laissait entendre un désaccord, mais il resta silencieux. Anthony prit note mentalement de surveiller son fils plus attentivement. L'adolescent prenait goût à la violence préventive, qu'il fallait maîtriser avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Papa, dit doucement Laura, s'il t'arrive quelque chose, que nous arrivera-t-il? Franklin prendra soin de toi jusqu'à l'âge adulte. Tu auras pleinement accès à mes ressources, à une protection complète et à la formation nécessaire pour te défendre. Une formation, demanda Laura. Celle que les actions de ta mère ont rendue nécessaire. Anthony sortit 2 téléphones cryptés et entendit un à chaque enfant. Des protocoles d'urgence sont programmés. Si quelque chose semble anormal, quoi que ce soit, tu les utilises immédiatement. Ce soir-là, alors qu'Anthony examinait les rapports de sécurité et les plans d'urgence, il songea à quel point sa vie avait changé depuis la trahison de Margaret. Il avait bâti une entreprise prospère, élevé 2 enfants et tenté d'abandonner ses compétences militaires. Mais la cupidité et la vindicte de Margaret l'avaient contraint à ressusciter des compétences qu'il espérait ne plus jamais utiliser. Elle transforma leur divorce, d'une procédure judiciaire, en une guerre. Et les guerres avaient des conséquences qui s'étendaient bien au-delà du champ de bataille initial. À 2h47 du matin, le téléphone sécurisé d'Anthony vibra, un message crypté annonçant la livraison du colis prévu pour le lendemain. Adresse de retour, Moscou. Le message provenait d'une des équipes de surveillance de Franklin, qui surveillait les communications internationales. Victor Clough transférait des biens à Seattle, préparant une opération visant la famille d'Anthony en paiement de vieilles dettes. Margaret avait obtenu le divorce et la liberté. Elle allait maintenant découvrir le prix à payer pour s'être alliée à des criminels internationaux contre le père de ses enfants. Anthony s'habilla discrètement et quitta la maison, laissant derrière lui l'homme d'affaires qui tentait de se construire une vie paisible. À son retour, Victor Clough comprendrait pourquoi perturber la famille d'Anthony Huffman avait été une erreur fatale. La guerre déclenchée par Margaret était sur le point de se terminer, mais pas comme elle l'avait prévu. Chapitre 8. Sang et trahison. L'entrepôt abandonné de Georgetown avait été utilisé pour le trafic de drogue jusqu'à ce que l'équipe de Franklin le nettoie grâce à des méthodes garantissant qu'aucun rapport de police ne serait déposé. L'entrepôt servait désormais de centre d'interrogatoire où l'équipe avancée de Victor Kosloff apprenait le prix à payer pour menacer les enfants d'Anthony Huffman. Anthony y entra à l'aube, muni de l'équipement tactique qu'il espérait ne plus jamais utiliser. Spencer Stewart et Maurice Carpenter l'encadraient, leur visage affichant le professionnalisme implacable qui les avait rendus efficaces lors des opérations les plus dangereuses d'Afghanistan. 3 des hommes de Clough étaient pendus à des chaînes au centre de l'entrepôt. Leurs visages portaient les marques de coups méthodiques infligés par Maurice pour extraire des informations. Arrivés à Seattle, ils s'attendaient à kidnapper Laura et Jérémy pour faire pression sur leur père, mais ils étaient tombés dans un piège tendu par le réseau de surveillance Franklin. « Que vous ont-ils dit ?» demanda Anthony à Maurice, remarquant la précision professionnelle. De l'interrogatoire. L'implication personnelle de Kosloff est une vengeance, mais Margaret lui a promis l'accès à vos dossiers clients, rapporta Maurice. Apparemment, votre cabinet de conseil en sécurité possède des informations qu'il recherche sur plusieurs contrats gouvernementaux. Anthony étudia les hommes qu'il avait capturés, reconnaissant le type de criminels qui travaillaient pour des trafiquants d'armes internationaux. Ils étaient compétents, mais pas exceptionnels. Certainement pas assez pour menacer sa famille sans un soutien important. Où est la planque de coffre à Bellevue? Une équipe de sécurité de 12 hommes prévoit d'enlever les enfants pendant le transport scolaire. Spencer rapporta que Margaret avait fourni des renseignements détaillés sur leur routine, leur protocole de sécurité, tout. L'ampleur de la trahison de Margaret continua de s'étendre. Elle ne s'était pas seulement alliée à Clough pour se venger. Elle avait vendu des informations détaillées sur les vulnérabilités de leurs enfants à des criminels internationaux. Et Margaret? Elle séjournait dans la suite pentouse du Fairmont Olympique et prévoyait de quitter le pays une fois que Clough aurait obtenu ce qu'il voulait. Anthony assimila cette information avec une fureur froide. Margaret avait non seulement trahi leur mariage et leurs enfants,
mais avait également commis une trahison en vendant des informations classifiées à des criminels étrangers. La femme qu'il avait aimée était devenue une cible légitime, au-delà du simple ennemi. Spencer, prends ton équipe et neutralise l'opération de Coslao. Maurice, coordonne le nettoyage avec Franklin. Je m'occupe personnellement de Margaret. Le trajet jusqu'au centre-ville de Seattle donna à Anthony le temps de planifier son approche. Margaret l'attendait. La sécurité était probablement assurée par l'organisation de Coslao, mais elle avait sous-estimé à quel point les compétences militaires d'Anthony avaient été perfectionnées par des années de traque d'ennemis sophistiqués en territoire hostile. La suite pentouse du Fairmont Olympique occupait le dernier étage, accessible uniquement par un ascenseur privé ou un escalier de secours. Margaret avait choisi cet emplacement pour ses avantages en matière de sécurité, ignorant que ces mêmes caractéristiques la piégeraient lorsqu'Anthony viendrait. Anthony entra par les zones de service de l'hôtel en empruntant les couloirs de maintenance qu'il avait cartographiés lors de sa reconnaissance initiale. L'équipe de sécurité que Margaret s'attendait à ce qu'il affronte était positionnée dans le hall et les ascenseurs principaux, laissant les voies de service vulnérables à une personne ayant sa formation spécialisée. Il atteignit le penthouse par des conduits de ventilation et déboucha dans un placard utilitaire relié à la cuisine. L'appartement de luxe. Le silence régnait, à l'exception de la voix de Margaret qui provenait du salon. « Je t'avais dit qu'Anthony était dangereux, mais tu ne m'as pas écouté, disait-elle dans son téléphone. Il a déjà anéanti ton équipe d'avant-garde et c'est probablement exactement où tu es. » Anthony traversa silencieusement la cuisine, remarquant les meubles coûteux que Margaret avait achetés avec l'argent volé sur l'avenir de leurs enfants. Elle avait troqué la sécurité de leur famille contre un luxe qu'elle n'avait jamais mérité. « Non, je n'exagère pas, poursuivit Margaret. Tu ne comprends pas de quoi il est capable quand Anthony entra dans le salon. » Son SIG sourd P226 pointa sur la poitrine de Margaret. Elle lâcha le téléphone, son visage oscillant entre surprise, peur, puis résignation. « Bonjour, Margaret. »« Anthony, je me demande quand tu viendras. » Elle était toujours belle à 38 ans, elle avait toujours l'assurance qu'il avait attirée 15 ans plus tôt. Mais son regard exprimait une réflexion qu'il n'avait jamais vue auparavant. L'analyse froide de quelqu'un qui avait appris à considérer les relations comme des transactions. « Où sont Jérémy et Laura ? » « En sécurité, » répondit Anthony. Contrairement à toi, Margaret fit un geste vers le téléphone qu'elle avait laissé tomber. « Victor est probablement mort maintenant, n'est-ce pas ? » Très probablement. Et ces hommes aussi. Margaret assimila cette information avec un calme surprenant. « J'aurais dû m'y attendre. Tu as toujours été minutieux. Tu as vendu des informations sur nos enfants à des criminels internationaux, dit Anthony doucement. Des informations qui auraient pu les tuer. J'avais besoin d'un moyen de pression, répondit Margaret sans aucun remords apparent. Tu as détruit ma relation avec Carlos, ma sécurité financière, ma position sociale. Que étais-je censé faire ? Assumer la responsabilité de tes choix au lieu de sombrer dans la trahison. Margaret rit amèrement. Responsabilité de la part d'un homme qui a passé les 6 derniers mois à détruire systématiquement tous ceux qui s'opposaient à lui. J'ai détruit des criminels qui menaçaient ma famille. Tu es devenu l'un de ces criminels. J'étais désespéré. Tu étais cupide. Anthony corrigea. Tout ce que tu as fait a été motivé par l'argent et la vengeance, pas par l'amour de nos enfants. Le sang-froid de Margaret finit par craquer. Ce ne sont même pas tes enfants. Laura est la fille de Carlos. Et Jérémy. Jérémy est un sociopathe qui a tout appris en t'observant. L'accusation persistait. L'air entre eux. Anthony avait connu la paternité de Laura pendant des mois, mais entendre Margaret a armé que les connaissances ont confirmé à quel point elle avait complètement abandonné tout instinct maternel. Jérémy est mon fils de toutes les manières qui comptent, a déclaré Anthony calmement. Laura est ma fille quelle que soit la génétique. Tu es toi qui as choisi des criminels plutôt que des enfants. J'ai choisi la survie plutôt que la servitude, Margaret a cassé. Je n'allais pas passer le reste de ma vie en tant que personnage de soutien dans votre réussite. Margaret Sweeney Huffman avait été remplacée par quelqu'un de plus difficile, plus calculé, sans rachat. L'expression de Margaret est passée du défi à quelque chose qui approche de la peur. Que allez-vous faire ? Anthony a examiné la question avec une délibération minutieuse. Margaret avait commis une trahison, mis en danger leurs enfants et s'était alliée à des criminels internationaux. En Afghanistan, de telles actions auraient mérité une exécution immédiate.
Mais tuer Margaret traumatiserait Jérémy et Laura, détruisant potentiellement la famille qu'il avait combattue si forte à protéger. Certains prix étaient trop élevés pour payer, même pour une justice parfaite. Vous allez disparaître. Anthony a décidé ce soir en permanence que vous abandonnerez tous les droits parentaux, transférez vos actifs restants au fonds fiduciaire des enfants et ne contactez plus jamais notre famille. Et si je refuse, l'expression d'Anthony a transmis la réponse sans mots. Margaret s'était alliée à des tueurs, a volé des informations classifiées et a mis en danger des enfants innocents. Le système juridique n'avait déjà pas donné de conséquences adéquates à ses actions. Je ne refuserai pas, a déclaré Margaret tranquillement, comprenant enfin que son ex-mari avait déménagé bien au-delà des remèdes légaux. Bon choix, Anthony a regardé Margaret emballer ses quelques possessions restantes, notant à quel point sa vie avait été complètement réduite à ce qui pouvait tenir dans une seule valise. Elle avait tout joué en le détruisant et avait perdu de façon spectaculaire. Alors qu'elle se préparait à partir, Margaret a reculé une dernière fois. Anthony, pensez-vous que Jérémy et Laura me pardonneront jamais? Non. Anthony a répondu sans hésitation, et je ne le ferai pas non plus. Margaret hocha tristement la tête et se dirigea vers la porte, comprenant enfin que certaines trahisons ont créé des conséquences qui ont duré pour toujours. Anthony la regarda disparaître dans la nuit de Seattle, sachant qu'il ne la reverrait plus jamais. Margaret Sweeney Huffman était morte. Pas physiquement, mais de toutes les manières qui comptaient à la famille qu'elle avait abandonnée. Son téléphone bourdonnait d'un message de Spencer. Kozlov neutralisé. Tous les actifs sécurisés. Pas de survivants. La guerre était terminée. Anthony avait gagné de manière décisive, revendiquant non seulement la victoire, mais la destruction complète de tous ceux qui ont menacé ses enfants. Maintenant, il pouvait rentrer chez lui à Jérémy et Laura, qui attendaient la confirmation que leur famille était enfin en sécurité. Chapitre 9. La nouvelle dynastie. Un an après la disparition de Margaret, Anthony se tenait dans son bureau à domicile rénové, examinant les plans architecturaux pour l'expansion qui s'adapterait aux installations de formation spécialisées que Jérémy et Laura avaient demandées. Les enfants étaient devenus de formidables jeunes adultes, façonnés par un traumatisme en quelque chose de plus difficile et plus concentré que leur père. Jérémy, maintenant âgé de 17 ans, a géré les systèmes de sécurité familiale avec des compétences professionnelles tout en conservant des notes parfaites dans son école privée d'élite. Ses demandes collégiales ont énuméré l'intérêt pour les relations internationales et l'informatique. Mais Anthony savait que la véritable éducation de son fils était venue de regarder des complots criminels sophistiqués s'effondrer sous pression méthodique. Laura, 15 ans, était devenue une artiste martiale accomplie et un expert de la surveillance tout en conservant sa couverture en tant qu'artiste talentueuse à destination des écoles d'art prestigieuses. Ses peintures étaient devenues plus sombres et plus complexes, reflétant une compréhension de la nature humaine que la plupart des adultes n'ont jamais atteint. Franklin Gilmore est entré dans le bureau avec un portefeuille épais marqué de timbres de classification fédéraux. Rapport final sur la situation de Margaret, a-t-il annoncé. Anthony a accepté les documents, notant qu'ils étaient nettement plus légers que les fichiers de renseignement précédents. Résolution complète, a confirmé Franklin. Margaret Sweeney a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel Bangkok il y a 3 mois. Suicide apparent. Bien que les autorités thaïlandaises n'étaient pas particulièrement approfondies dans leur enquête, Anthony a absorbé ces informations sans émotion visible. Margaret avait choisi son sort lorsqu'elle s'était alliée à des criminels internationaux, bien qu'il espérait qu'elle pourrait trouver une forme de rédemption en exil. Les enfants ne savent pas encore. C'est sa décision. Anthony a considéré la vérité que Jérémy et Laura pouvaient gérer. Ils avaient tous deux mûri de manière significative au cours de la dernière année, mais perdant un parent, même celui qui les a trahis, a conduit des conséquences psychologiques qui nécessitaient une gestion minutieuse. Je leur dirai ce soir et l'avenir. Anthony a fait un geste vers les plans architecturaux. Nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Ce soir-là, Anthony a rassemblé Jérémy et Laura dans le salon rénové, notant comment les deux enfants ont immédiatement assumé les postes défensifs malgré le fait d'être à nouveau dans leur maison. Discutez de votre mère, a commencé Anthony, en regardant attentivement leur réaction. L'expression de Jérémy est restée neutre, mais l'emprise de Laura s'est resserrée sur le couteau à lancer avec lequel elle avait pratiqué. Les deux enfants avaient appris à se préparer à de mauvaises nouvelles. Elle est morte, dit simplement Anthony. Suicide à Bangkok il y a 3 mois. La réaction de Laura a été des larmes immédiates. Pas pour la mère qui les a trahis,
mais pour la femme qu'elle avait pensée une fois qu'elle savait. Jérémie est resté silencieux, traitant les informations avec le détachement analytique qu'il a développé. Sommes-nous en sécurité maintenant? Demanda Laura à travers ses larmes. Complètement, a confirmé Anthony. Toutes les menaces ont été neutralisées. Tous les ennemis ont éliminé. Vous pouvez vivre une vie normale si vous choisissez. Normale? Jérémie rit amèrement. Papa, nous n'avons pas été normaux depuis l'audience de garde. Nous avons été formés par d'anciens spécialistes militaires, éduqués à la surveillance et à la contre-renseignement, et avons appris à considérer les relations comme des menaces potentielles pour la sécurité. L'observation était précise mais troublante. Anthony avait essayé de préparer ses enfants à la survie dans un monde dangereux, mais ils avaient absorbé des leçons qui rendraient la formation de relations saines extrêmement difficile. Vous pouvez choisir différents chemins, a déclaré Anthony soigneusement. Collège, carrière, famille à vous. Les compétences que vous avez acquises sont des outils, pas des destins. Et si nous ne voulons pas de chemin différent? Demanda Laura, ses larmes s'arrêtant avec une soudoue déconcertante. Et si nous voulons utiliser ces compétences pour protéger les autres familles de personnes comme maman et Carlos? La question a révélé à quel point ces enfants avaient été complètement transformés par leurs expériences. Laura ne demandait pas seulement des options de carrière. Elle demandait la permission de devenir quelque chose de dangereux. L'entreprise familiale pourrait être élargie, a ajouté Jérémie. Conseil en sécurité, évaluation des menaces, service de protection pour les familles confrontées à des batailles de garde avec des systèmes corrompus. Anthony a étudié le visage de ses enfants, ne voyant pas l'innocence qu'il avait essayé de protéger, mais les guerriers qu'ils deviendraient. La trahison de Margaret leur avait coûté leur enfance, mais leur avait également donné un objectif et des compétences qui pourraient servir des fins légitimes. Si c'est ce que vous choisissez, dit enfin Anthony, nous le ferons ensemble.